heureux d'accueillir un troisième physicien cet après-midi, donc a été un collègue ou même un disciple, peut-être même de Philippe Quentin. Vous venez de la même grande école tous les deux. Donc Éric Sureau, qui est aussi un spécialiste de physique théorique et qui, me disait-il, est professeur émérite depuis maintenant 3 semaines, ce qui ne veut pas dire que pour autant vous arrêtiez toute activité, ça j'imagine bien. Vous devez continuer en effet la recherche. Vous êtes à l'université Paul Sabatier, donc à Toulouse, et votre spécialité dont vous allez nous parler, ça va être tout à fait intéressant et complémentaire, c'est la dynamique des systèmes complexes. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette invitation à ce colloque qui est extrêmement intéressant, surtout sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc Philippe m'a demandé de vous parler de déterminisme, stochasticité, réversibilité, irréversibilité. Ce ne sont pas 4 gros mots. Je vais essayer de vous en donner, de vous les faire percevoir et de vous en donner une saveur au travers de la dynamique d'un système complexe. Comment décrire la dynamique d'un système complexe? Alors, les systèmes complexes, on en connaît plein. Et ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Je voudrais juste poser deux points avant même de démarrer l'exposé. Je ne vais pas du tout rentrer dans tout ce qui a été discuté par Philippe et par Thierry, qui constituent une introduction remarquable à ce que je vais vous raconter. Pour moi, le temps, ça sera T, même si je ne créerai pas ou pratiquement pas d'équation. Et donc, on va dire qu'on est dans le bon référentiel, pour utiliser un terme de physique, et que tout va bien à ce niveau-là. Je vais m'intéresser plutôt à ce qu'on fait du temps dans un système complexe. Alors, l'immense majorité des processus physiques élémentaires sont réversibles, c'est-à-dire vous pouvez renverser le temps, tout va bien. Les équations très générales qui régissent le mouvement global du monde, pour citer la fameuse équation de Schrödinger, la version relativiste d'Dirac, l'équation de Liouville et d'autres, sont formellement simples, très faciles à écrire, déterministes, je vais revenir sur le terme, linéaires, réversibles, non stochastiques, mais insolubles. Donc, il faut faire quelque chose, et l'objet de mon exposé va être d'essayer de vous expliquer ce qu'on peut en faire entre les deux, c'est-à-dire entre des processus élémentaires qu'on connaît relativement bien et qu'on maîtrise assez bien, et l'évolution globale du monde, comment on fait, et quel prix on a à payer dans les approximations ou dans la démarche qu'on va être amené à conduire. Alors je vais commencer par quelques définitions. On va commencer par des choses très très élémentaires, temps, déterminisme, mémoire. En fait, je vais toujours vous parler de système hors d'équilibre. Un système hors d'équilibre, il a tendance à aller vers un état d'équilibre ou plus généralement vers ce qu'on appelle un état stationnaire. C'est l'exemple typique, c'est l'atome d'hydrogène. Dans un atome d'hydrogène, dans son état fondamental, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas, l'électron tourne autour du noyau, mais il y a mouvement. Donc c'est un état stationnaire, donc il y a encore du mouvement qui est donc présent. Alors, un système déterministe, c'est un système, quel qu'il soit, dans lequel la dynamique associe à chaque condition initiale, sa condition initiale c'est un terme de physique, dans le langage courant c'est le point de départ, un et un seul état physique. Un et un seul état final. Alors, il y a aussi des systèmes périodiques. Les systèmes périodiques, ils ont cette capacité particulière de revenir de temps en temps à leur point de départ, à chaque période. L'exemple typique, c'est le pendule du professeur Tournesol, quand il n'y a pas de frottement, ou c'est l'horloge atomique qui a été évoquée précédemment. L'évolution au cours du temps va nous amener aussi à introduire, évidemment, elle est liée au mouvement, on en a largement entendu parler aujourd'hui, et va nous amener à introduire aussi un terme qui est très utilisé dans le domaine dont je vais vous parler, qui est le terme de mémoire et d'effet de mémoire, qui évidemment intègre ce qui s'est passé dans le passé. Alors venons à des termes plus spécifiques au sujet de l'exposé, réversibilité et irréversibilité. La réversibilité, c'est quoi? Eh bien, c'est une situation dans laquelle, si on renverse le sens du temps, c'est-à-dire au lieu qu'il aille vers la droite, il va aller vers la gauche, pour prendre une image spatiale, ou disons, renverser le passé vers le futur ou le futur vers le passé. Il y a des exemples. Les systèmes périodiques sont réversibles. Vous changez le sens du temps, votre pendule va toujours osciller. Il ne ira peut-être pas de droite à gauche, mais de gauche à droite, mais de toute façon, c'est juste à une demi-période près, c'est exactement la même chose.
Pendule sans frottement, on en a parlé, horloge atomique, pratiquement. L'irréversibilité, c'est quelque part le contraire, c'est-à-dire c'est le cas où si l'on renverse le temps, si tant est qu'on puisse le faire, on ne revient pas au point de départ. Et là, des exemples, il y en a plein. Je reprends mon pendule. Le pendule, en général, il y a des frottements, à commencer par des frottements sur l'air, et donc il va finir par s'arrêter. L'autre exemple sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour faire vraiment un exemple un petit peu élaboré, c'est l'hiver. Vous êtes bien au chaud chez vous, vous ouvrez la fenêtre, au bout d'un moment, il va faire froid. Et vous pourrez toujours essayer de pousser l'air froid qui est rentré dehors, ça ne va pas marcher. Il va falloir faire quelque chose. La dissipation. Le terme de dissipation est directement associé à ces phénomènes-là. Et la dissipation, c'est la perte d'énergie au cours du temps d'un système vers son environnement. Pour reprendre toujours mon pendule de tournesol, un pendule qui a un frottement avec l'air dissipe son énergie cinétique. Au bout d'un moment, il va finir par s'arrêter et il va réchauffer l'air. En fait, la résistance de l'air va faire qu'il va ponctuellement réchauffer l'air. Je continue avec mes mots-clés. Deux termes dont je vais me servir pas mal tout à l'heure, c'est les termes pourtant qui paraissent peut-être un peu simples, linéarité et non-linéarité. Alors la linéarité, c'est quoi? C'est la règle de 3. Je vais prendre un exemple. J'ai une voiture qui roule à 60 km/h à vitesse constante. Elle parcourt 1 km en 1 minute, 2 km en 2 minutes, 3 km en 3 minutes. C'est pas compliqué. La relation entre temps et distance est linéaire. C'est simple. La même voiture démarre et accélère pour atteindre 60 km/h au bout d'1 minute. Elle ne va pas avoir parcouru la même distance, elle va n'avoir parcouru que 500 mètres au bout d'1 minute. Si elle continue avec la même accélération, elle va atteindre 120 km/h en 2 minutes et aura parcouru 2 km. Là où ça se complique, c'est que, toujours avec la même accélération, elle va atteindre 180 km/h au bout de 3 minutes et elle aura parcouru 4 km et demi. On est dans une relation non linéaire entre temps et distance, et de façon générale, c'est plus compliqué. Alors la non-linéarité a une conséquence intéressante, c'est qu'elle permet l'apparition de phénomènes chaotiques. Le chaos, vous savez sans doute tout ce que c'est la moindre erreur sur l'état initial, sur le point de départ, fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on va. En fait, c'est un problème de précision. Il faudra avoir une précision infinie à l'instant initial pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va aller. Les équations non linéaires, en général, ont des régimes chaotiques. L'exemple bien connu, c'est l'exemple de l'effet papillon en météorologie. Un battement d'aile à Sydney va faire un ouragan à Boston. On peut discuter, parce que la question, dans le cas de cet effet papillon, on peut dire que c'est une pathologie des équations. Ce n'est pas les bonnes équations. Les météorologues n'ont pas encore trouvé les bonnes équations. Alors en fait, il y a des surfaces mathématiques qui ont été introduites par Hadamard, le mathématicien Hadamard, à la fin du XIXe siècle, qui montrent que certaines surfaces sont intrinsèquement chaotiques. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, vous allez tomber sur du chaos. Donc, ce n'est pas lié à une question de modèle. Et l'exemple typique, c'est le double donut. Donc, d'un double donut, si vous essayez de partir en changeant un tout petit peu votre point de départ, vous allez vous retrouver n'importe où au bout d'un moment. Donc, c'est une situation intrinsèquement chaotique. Alors, une précision quand même, le chaos n'est pas contradictoire avec le déterminisme. D'ailleurs, on parle de chaos déterministe. Ni avec la rationalité, ni avec la causalité d'ailleurs. Il n'implique pas le hasard non plus. Le hasard, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça n'a, entre guillemets, rien à voir. Par contre, il pose une limite infranchissable à la prévisibilité. Cette limite infranchissable est liée à cette précision infinie qui est inatteignable. Alors justement, le hasard. Bon, on a beaucoup parlé d'Einstein aujourd'hui. Einstein était contre le hasard. J'aime bien celle-là. Il y en a d'autres, mais celle-là, je l'aime bien. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre la radioactivité au carbone 14. Vous en avez certainement tous entendu parler. C'est celle qui nous sert à dater les objets, disons, de la période historique, quelques milliers, dizaines de milliers d'années. De quoi s'agit-il? Le noyau de carbone 14 va avoir, entre guillemets, naturellement tendance à se désintégrer en émettant un électron et en se transformant en en noyau d'azote 14 qui lui est stable. Et on sait, c'est mesuré, c'est bien connu, qu'après à peu près 6000 ans, 5000, je ne sais plus combien, 800 quelque chose, ce qu'on appelle sa demi-vie, la moitié d'un échantillon de carbone 14 s'est désintégré. C'est comme ça qu'on arrive à savoir l'âge, par exemple, d'un fossile. Il suffit de regarder combien il en reste.
Et donc, si on trace la courbe du nombre d'atomes, j'aime pas qu'on en utilise le terme d'atome, mais bon, la figure, elle est faite comme ça. C'est quand même des atomes, les noyaux sont quand même à l'intérieur de l'atome. Bref, le nombre décroît exponentiellement avec l'âge de l'échantillon, et au bout de ce temps T1,5, qui est la période, on a perdu la moitié. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quels noyaux se sont désintégrés. On sait que la moitié s'est désintégrée, mais je suis incapable, si j'en prends un, de savoir quand est-ce qu'il va se désintégrer. Et ça m'amène à une distinction extrêmement importante également pour la suite, qui est la distinction entre hasard subjectif et hasard objectif. Alors, il y a différents termes dans la littérature. J'ai choisi ceux-là parce qu'ils me paraissent assez parlants. Alors, je vais prendre des exemples à nouveau. Exemple, tirer à pile ou face. Un autre exemple, je reviens sur ma désintégration de noyaux radioactifs, la désintégration radioactive d'un noyau. Je vais vous montrer que ces deux cas ne correspondent pas à la même nature de hasard. Le hasard subjectif, c'est quoi? On parle parfois de hasard d'ignorance. C'est-à-dire on a quelque chose de très compliqué, je lance une pièce en l'air et je regarde comment elle va redescendre, savoir si c'est pile ou face. C'est très compliqué, il faut tenir compte de la façon dont on la lance, de la résistance de l'air, etc. Mais en principe, c'est des équations bien connues de la mécanique newtonienne. Je pourrais faire le calcul. Je peux le faire, par exemple, en réduisant, en me mettant pratiquement dans le vide pour réduire la résistance de l'air. Donc, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais je suis fainéant, je ne le fais pas. Donc, je vais traiter ce problème en disant il y a une partie de hasard quand ma pièce tape sur une molécule Terre. Celui-là, donc, il est, entre guillemets, contournable. Et la pièce de monnaie, c'est exactement du hasard subjectif, un hasard de paresse. Et puis, il y a un hasard intrinsèque, c'est celui-là qui est objectif, qui est incontournable. Et la désintégration radioactive d'un noyau, c'est un hasard objectif. C'est-à-dire, ça se passe, mais quand, on ne sait pas. Alors, les probabilités qu'on utilise constamment, qui sont la limite de la fréquence, couvrent les deux. Donc, il n'y a pas de distinguo à ce niveau-là. C'est à chaque situation, il faut bien réaliser de quoi on parle. Alors, un petit mot sur la mécanique quantique, qui est une théorie probabiliste. Vous savez qu'on raisonne sur la superposition d'états possibles, chacun avec une certaine probabilité. Donc, on a parlé tout à l'heure d'intrication, enfin, le fait qu'on ne savait pas s'ils étaient dans un sens ou dans l'autre. Et quand on mesure, on découvre un état, c'est-à-dire on dit qu'on réduit l'état du système, on découvre un état du système en fonction de la probabilité de cet état, mais l'état ne préexiste pas. Ils sont tous là, et puis quand on mesure, il y en a un qui apparaît. Alors, le hasard de la mécanique quantique, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, est objectif. J'ai pris l'exemple de la radioactivité, donc il est intrinsèque. La théorie est complète, donc le fameux paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen de 1935 a été mis à mal par les travaux notamment du prix Nobel Alain Aspect. Il y a eu le prix Nobel là, justement pour ses travaux il y a 3 ans, 2 ans, pardon. Je ne sais plus, bref, très récemment. Il ne semble pas qu'il y ait de variables cachées comme le pensait Einstein, donc la théorie est complète. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de date de péremption là-dessus, donc on va dire que ce hasard objectif existe. Alors, j'en viens à maintenant que j'ai un petit peu posé quelques termes, j'en viens à la question, comment décrire l'évolution d'un système complexe? Alors, j'ai essayé de faire ça, vous allez voir, je vais le faire de façon un petit peu simplifiée. Bon, l'univers, si on voulais résoudre l'univers, c'est un ensemble infini de variables, des constituants, des champs, des interactions. Alors, je ne précise pas, et dans la suite, je ne préciserai pas, je vais le faire comme on le fait en physique, mais vous pouvez imaginer que ces variables sont absolument ce que vous voulez. C'est une image de l'univers, prise, je crois que c'est une image qui vient du satellite Kobe, il y a quelques dizaines d'années, du fond cosmologique. On peut toujours écrire les équations de ce système, j'en ai parlé au tout début de mon exposé, mais c'est purement formel puisqu'on n'arrive pas à le résoudre. Donc en pratique, on n'accède qu'à une partie finie de l'univers. Et c'est ce que je symbolise par ce paquet de points. Donc ne mettez pas de sens particulier au point, c'est ce qu'on appellerait en physique des variables, donc constituants, ce que vous voulez. Et puis, ça, c'est encore trop compliqué. Donc on va faire une opération qui est courante, qui est la source de tout ce que je vais vous dire par la suite. On va chercher des variables pertinentes. Donc on va aller chercher, je vais vous donner des exemples, on va aller chercher
un certain nombre de quantités pour caractériser le système. Vous remarquerez que j'ai changé de couleur, et ce n'est pas un hasard. J'ai changé de taille aussi, parce que ces variables pertinentes, ce n'est pas aller piquer quelques variables dans le paquet violet, ce sont d'autres quantités. Pas forcément, mais ça peut être d'autres quantités. Et puis, si on veut être un peu plus riche, on peut injecter une partie du reste sous forme de ce qu'on appelle un bain. Donc, à partir de maintenant, je vais vous parler de variables pertinentes et de bains. Donc, en gros, les variables qu'il faut choisir et tout le reste. Et puis, on extrapole. Alors, je vais prendre un exemple. Premier exemple, un exemple simple. Un parachutiste saute d'un avion. Le système fini qui caractérise ce mouvement, c'est le parachutiste et l'air. Le truc simple à faire, c'est de prendre comme variable pertinente le parachutiste et le bain, l'air. Dans ce cas-là, c'est un cas simple où j'ai simplement pris une des variables et j'ai dit c'est celle-là qui m'intéresse, donc c'est celle-là qui va décrire mon système. Donc je suis dans un cas où je n'ai pas changé de couleur de variable. Maintenant, je prends un autre exemple, l'air de la salle de conférence. Le système fini, c'est toutes les molécules. On peut écrire les équations et les résoudre même, ça n'a strictement aucun intérêt et ça ne nous donne aucune information. Donc, on va choisir des variables pertinentes. Les variables pertinentes, c'est celles de la thermodynamique, c'est la température et la pression. Vous remarquez qu'elles ne sont pas comprises dans le point de départ. Ce n'est pas des molécules, hein. C'est vraiment une entité construite à partir du mouvement des molécules, certes, mais qui ne sont pas les molécules elles-mêmes. Et le bain, c'est tout le reste. C'est le reste des variables pertinentes. Je vais vous montrer ça sur un exemple tout à l'heure. Alors, attention donc, j'insiste sur ce distinguo entre variables pertinentes et système de départ. Ce n'est pas forcément les mêmes. C'est l'expérience, au sens où la situation physique particulière, qui va dicter le choix de ces variables. Alors justement, variables pertinentes et bains. Comment ça évolue? Eh bien, de façon générale, de façon schématique, je vous fais ça de façon très schématique, l'évolution instantanée de mon système global, c'est grosso modo une équation de la forme les interactions qui vont agir sur les constituants. Je reviendrai sur des exemples tout à l'heure. C'est le cas de l'équation de Schrödinger, c'est le cas de l'équation de Dirac. Toutes les équations de base, elles ont cette tête-là. C'est linéaire, c'est déterministe, tout va bien. Et comme toujours, c'est insoluble, donc on ne peut pas en faire grand-chose. On passe aux variables pertinentes. Donc, je prends mes constituants et je partage ça en deux paquets, les variables pertinentes, enfin en deux paquets. Je fais un choix de variables pertinentes, elles ont changé de couleur, et un choix de bain. Et maintenant, donc, je sépare mon système en variables pertinentes, les rouges, et bains, les bleus. Évidemment, avec toujours je tire la sonnette d'alarme, attention, ce n'est pas forcément les variables de départ, c'est d'autres. Évidemment, ces variables sont couplées, et donc ça veut dire en particulier que je vais être obligé de raffiner mes interactions. Là, j'avais des interactions très très générales, ça va se décliner en interactions entre variables pertinentes, en interactions entre particules du bain, et évidemment en interaction entre les deux. Et là, ça commence à se compliquer parce que la belle linéarité qu'on avait au début commence à se fracturer, et en général, ces interactions-là introduisent de la non-linéarité dans le problème. Donc, ça va compliquer. Et maintenant, donc, je vais m'intéresser à la dynamique de cet objet hybride composé des variables pertinentes et du bain. Alors, quelle est la dynamique de ces variables? Eh bien, l'évolution instantanée, donc ce que j'illustre là, c'est un travail qui date des années 70, qui est dû au physicien américain Robert Swansea, et qui a donc fait la petite démonstration que je vais vous faire là. Je vous la fais en dessin animé pour simplifier. La dynamique donc, ce qui l'intéresse, si vous séparez les variables pertinentes des autres, c'est ce qui vous intéresse, c'est les variables pertinentes. Donc, si vous voulez écrire, c'est la dynamique de ces variables. Eh bien, l'évolution instantanée de ces variables, elle est composée de trois termes. Il y a un premier terme qui a la même structure que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est purement des variables pertinentes avec leurs interactions entre elles. Il y a un deuxième terme qui intègre les interactions avec le bain et qui prend en compte l'évolution depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'instant auquel vous vous placez. C'est pour cette raison que je mets ici du rouge plus clair et du rouge très très clair. C'est pour symboliser cette évolution temporelle. Et puis il y a un troisième terme qui est l'évolution depuis le début du bain,
Mais en fait, la seule chose qui intervient là-dedans, c'est l'état initial du bain. Et vous propagez, vous intégrez en fait l'histoire du bain, qui forcément a des interactions entre particules, entre constituants du bain, et avec les variables pertinentes. Alors, je précise, le premier terme est instantané, c'est-à-dire tout se passe à l'instant où on regarde les choses. Le deuxième terme n'est pas instantané, il intègre l'histoire des variables pertinentes depuis le début, donc tout instant depuis l'instant t égale 0. Et le dernier ne prend en compte que l'état initial. Évidemment, on est en train d'injecter, à grand renfort d'intégrale, on est en train d'injecter des effets de mémoire dans l'équation. Donc vous voyez qu'elle devient extrêmement compliquée. Alors, cette équation-là, ça s'appelle l'équation de Langevin généralisée. Elle est exacte, c'est-à-dire qu'on a juste réécrit les choses, et évidemment, telle qu'elle, elle est absolument insoluble. Donc, elle est exacte, mais on a extrait la partie qui nous intéresse, et donc on va pouvoir commencer à travailler, à savoir essayer de la rendre soluble, par exemple en faisant des approximations à certains niveaux, en enlevant des termes, par exemple, ou en calculant certains termes de façon approchée, par exemple en les traitant de façon aléatoire. Et là, je serai dans un hasard subjectif. Alors, je vais prendre un exemple concret pour fixer un petit peu plus les idées, en m'intéressant au niveau de description, au mouvement, je vais prendre un mouvement simple, à la trajectoire, et je prendrai un exemple. Alors, je regarde un objet que je fais tomber, je regarde une chute libre sous l'action du seul poids. Donc, l'exemple, le point de départ, mince. Donc, le premier niveau de description, c'est j'ai un objet, je laisse tomber, et donc, c'est juste une chute libre. J'oublie la résistance de l'air, c'est comme s'il n'y en avait pas, et donc, dans ce cas-là, je m'intéresse comme variable pertinente à l'objet que je laisse tomber. Vous connaissez tous ce mouvement-là, c'est un mouvement uniformément accéléré, qui est réversible, c'est-à-dire si je renverse le temps, ça va remonter, et qui est rectiligne. L'exemple typique, c'est je prends une boule de pétanque, je la laisse tomber. Vous pouvez toujours vous intéresser à la résistance de l'air sur le mouvement de la boule de pétanque, ça ne va pas changer grand-chose. Deuxième niveau, je vais commencer à intégrer l'air. Donc je vais faire une chute avec freinage, et je vais, comme je ne veux pas faire trop compliqué, je vais faire un effet moyen de la résistance de l'air. Donc, en fait, mes variables pertinentes sont toujours là, c'est l'objet qui tombe, mais j'ai un effet moyen du bain, le frottement. C'est un exemple typique de mouvement à vitesse limite, c'est-à-dire au bout d'un moment, le système acquiert une vitesse constante, donc il n'accélère plus. Et c'est un cas typique où vous voyez apparaître de la dissipation et de l'irréversibilité. Exemple, donc le mouvement est toujours rectiligne. Exemple, le parachutiste. Heureusement, c'est un mouvement à vitesse limite. Le parachutiste, quand il arrive au sol, il a une vitesse constante et qui n'est pas très élevée. Troisième niveau de description, je vais aller un peu plus loin au niveau de la description du bain. Cette fois-ci, je vais dire, quand même, il faut que je tienne compte du fait que mes molécules d'air, d'azote, d'oxygène tapent sur l'objet que je regarde. Et donc, je vais traiter ça pas trop cher, et je vais le faire de façon aléatoire. Donc, je vais faire un traitement stochastique de la résistance de l'air. Donc, mes variables pertinentes sont toujours là, c'est toujours ma boule rouge, et j'ai un bain qui est traité de façon aléatoire. C'est à nouveau un mouvement à vitesse limite, mais à vitesse limite en moyenne. C'est-à-dire que si je regarde une réalisation, puisque j'ai des forces aléatoires, je suis obligé d'essayer plusieurs fois pour voir ce que ça va donner, en moyenne, j'aurai toujours une trajectoire rectiligne et j'ai toujours de la dissipation et de l'irréversibilité. C'est un cas typique de trajectoire brownienne. C'est-à-dire qu'une réalisation de cette situation, c'est la trajectoire que j'ai tracée là, c'est un petit peu dans tous les sens, avec des impulsions à droite, à gauche venant du bain. Mais si j'en fais 1 million et que je superpose des trajectoires, ça va de nouveau être rectiligne. Donc en moyenne, c'est rectiligne. L'exemple typique, c'est une particule de pollen dans un verre d'eau. J'ai choisi le pollen dans un verre d'eau parce que c'est là, je crois que c'est, si j'ai bonne mémoire, c'est sur cet exemple-là que James Brown, le biologiste, dans la fin des années 1820, a identifié le mouvement brownien. Donc c'est dans une situation de ce type-là. Vous voyez, on sent bien que pour que ça ait du sens, il faut que la particule rouge, la variable pertinente, soit pas trop grosse, entre guillemets, par rapport aux autres. C'est-à-dire, s'il y a une différence d'échelle, comme dans ma boule de pétanque, évidemment, ça ne va pas marcher. Alors, pour les physiciens, j'écris l'équation
correspondantes, les 3 niveaux. Donc vous avez la variation de la vitesse avec la force due au poids. La deuxième colonne, vous faites un traitement simpliste du frottement sous forme d'une force proportionnelle à la vitesse. Et puis là, vous avez une force aléatoire. Ce sera ma seule équation, rassurez-vous. Alors, j'essaye de résumer un peu tout ça. On va regarder donc plusieurs situations. La première classe de solutions, c'est le cas où la description est exacte. C'est donc soit vous traitez le système complet, l'équation d'évolution est simple, je vous l'ai dit depuis le début. Les propriétés, c'est notamment qu'elle est linéaire, et la solution, c'est qu'elle est insoluble. La deuxième classe de solution exacte, c'est mon équation de Langevin généralisée. Donc là, j'ai fait le distinguo entre variable pertinente et bin. C'est toujours simple, c'est toujours linéaire. J'ai introduit des effets de mémoire qui sont apparus sur mes variables pertinentes, et c'est toujours insoluble. Ensuite, on passe donc à des traitements approximatifs. Par exemple, en traitant le bin de façon moyenne, avec un traitement brownien, par exemple. C'est le cas de la simulation 3 que je vous ai montré dans le cas précédent. Donc là, j'avais un traitement stochastique des interactions avec le bin. C'est encore très compliqué. C'est en général non linéaire. Pas forcément, ça va dépendre de la situation physique. Et on a les effets de mémoire. Je peux réduire les choses en ne gardant que les variables pertinentes. C'est le cas où j'oubliais le bin, où je le traitais purement en moyenne. Donc, c'était mon cas 2. Et là, j'avais perdu en fait la mémoire du bin, parce que j'avais juste remplacé l'effet du bin par un coefficient. Et puis, je peux encore simplifier les choses et aller vers des solutions de type 1 ou 2 par rapport au transparent précédent, où là, j'oublie carrément l'essentiel du bin et j'ai perdu pratiquement toute la mémoire. Alors, dans la première classe, ici, des équations, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mon petit... Voilà. Dans mes solutions, dans mes cas exacts, j'avais les équations de départ, là, Schrödinger, Dirac, Liouville. Dans le cas où j'ai fait un traitement avec un mouvement brownien, c'était ce qu'on appelle une équation de Langevin. Et dans le dernier cas, là où j'avais que les variables pertinentes, c'est l'équation de Boltzmann avec les processus markoviens, sur lequel je vais vous illustrer l'équation de Boltzmann parce que c'est un cas intéressant, notamment par rapport aux questions de mémoire. Donc l'élimination, la non-linéarité, comme je l'ai déjà dit, offre une possibilité de chaos. L'élimination du bin permet la fermeture ce qu'on appelle la fermeture des équations, et ça c'est une simplification. Et la perte de mémoire, c'est ce qu'on appelle les processus markoviens, est une grosse simplification. Alors, je vais prendre un exemple qui est le chemin vers l'équilibre thermique. On va prendre comme perturbation, je vais revenir sur mon exemple du début, perturbation d'un gaz de molécules dans une enceinte. J'ouvre une fenêtre en plein hiver. La description complète de ce système-là, ça serait position et vitesse de toutes les molécules. Cette fois, je les mets en vert. On va choisir comme variable pertinente le nombre de molécules de position et de vitesse données. C'est-à-dire, je vais découper en fait mon système avec des petites cases, et puis je vais aller chercher combien il y en a à cet endroit-là et à quelle vitesse. L'évolution temporelle de ce nombre intègre l'histoire, la mémoire de toutes les collisions. Donc en principe, on a tout. Mais l'expérience d'ailleurs montre qu'on peut oublier l'histoire et ne garder que la dernière collision. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du chaos moléculaire. C'est aussi une hypothèse dite markovienne, c'est la même chose. En fait, on réduit cette histoire à l'effet de mémoire réduit à la dernière collision. Et ça introduit l'irréversibilité. Vous ne pouvez plus remonter le temps à partir de là. L'équation de Boltzmann décrit la marche vers l'équilibre thermique, ça marche très bien, c'est le cas de le dire. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à l'équilibre thermique, si vous regardez les vitesses des molécules, elles sont caractérisées par une seule quantité qui est la température. Et on retrouve... Alors cet équilibre s'atteint d'abord localement, c'est le coup de la fenêtre, c'est-à-dire il y a des zones plus ou moins chaudes, puis globalement, pour qu'au bout d'un moment, on n'ait qu'une seule température. Alors cet état est un état stationnaire. On est encore dans un état dynamique, puisque les molécules continuent de bouger. Mais il n'y a plus d'évolution de la température. Alors, exemple, la fenêtre ouverte l'hiver, il commence par faire froid au niveau de la fenêtre, au bout d'un moment, il fait froid partout. Alors, l'équilibre thermique donc, caractérise le système par une température, qui est la variable pertinente, et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on peut, à partir de là, oublier l'évolution antérieure. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est juste la température. Ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance. Comment on y est arrivé n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure?
les équations d'évolution des systèmes complexes sont en général insolubles, sauf à faire des approximations fortes. C'est le cas général des systèmes très grands, où l'on doit donc oublier certaines composantes. L'élimination du bain conduit en général à des équations non linéaires, et donc à la possibilité de comportements chaotiques. La perte de mémoire au niveau des variables pertinentes conduit à l'irréversibilité de l'évolution de ces variables. La réduction d'un problème complexe à des variables pertinentes est donc un peu paradoxale, puisque d'une certaine façon, c'est pas d'une certaine façon, elle complique les équations, elle introduit tout un tas de phénomènes compliqués, la non-linéarité, l'irréversibilité, la possibilité de chaos, les effets de mémoire, les composantes aléatoires, mais elle permet de les résoudre. Donc, c'est pas là qu'ils devraient être. Il reste un point, c'est le hasard objectif dont je vous ai parlé, qui limite en tout cas la rationalité de la description du monde, et celui-là, on ne peut pas y échapper. Alors, j'en ai terminé, je vais juste, je peux vous le mettre pendant les questions, s'il y a des questions, la mémoire. Alors, je vais prendre un exemple qui intrigue beaucoup la communauté scientifique, qui est la fourmi de Langton, en particulier les informaticiens. De quoi s'agit-il? C'est un truc tout bête. Imaginez que vous ayez un réseau sur lequel vous mettez une fourmi, et cette fourmi, elle peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous partez d'un réseau qui est tout blanc, toutes les cases sont blanches, et quand la fourmi s'est déplacée d'une case, la case où elle était avant devient noire. Comment elle choisit si elle va en haut, en bas, à droite, à gauche? Au hasard. Donc je suis dans un cas très simple. L'algorithme est très simple, et on va regarder ce qui se passe au bout d'un moment. Alors, je vous laisse regarder. À vue de nez, on se dit, c'est aléatoire, il ne va rien se passer. Vous allez avoir une espèce de structure chaotique, désordonnée, je ne sais quoi. Alors, c'est effectivement ce qui a l'air de se passer. J'attendais un peu. Bon, j'ai coupé un certain nombre d'images parce que c'est assez long, sinon. Mais ça ne fait rien. Le résultat est toujours le même. C'est assez fabuleux. Alors, donc bon, voilà, c'est désordonné, c'est chaotique, c'est ce à quoi on s'attendait, évidemment. Hein. On va au hasard, à droite, à gauche, en haut, en bas, et il ne va rien se passer. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. Et il se passe un truc très bizarre. Au bout d'un moment, le système devient périodique. Alors, ça a été retourné dans tous les sens. Cette fourmi de Langton, elle a déjà 50 ou 60 ans, je ne sais plus. C'est un vieux truc, hein, c'est pas nouveau. Vous faites n'importe quel réseau, vous le prenez dans le sens que vous voulez, ça fait toujours la même chose et ça part toujours en haut à gauche. Ça s'appelle l'autoroute de Langton. Et c'est considéré comme... Alors, c'est un système très simple, déterministe, ordonné d'abord, désordonné et périodique. Et c'est utilisé par la communauté scientifique comme une idée peut-être de ce que pourrait être la notion d'émergence qui fait débat dans de nombreux domaines scientifiques. Voilà. Et puis, je termine par le hasard. Le hasard, c'est évidemment un rayon cosmique qui nous tombe sur la tête et qui va faire une erreur dans votre ordinateur ou tout autre effet, ou bousiller votre conduite automobile automatique. Je vous remercie de votre attention.